le son est revenu. Donc on va repartir sur le Kenya et l'aventure avec les lions. Donc oui, j'expliquais que j'ai une enfance un peu difficile et compliquée. J'ai fait 14 écoles, donc tu vois, j'étais un peu viré de partout. Et quand j'avais une trentaine d'années, j'ai dirigé une réserve entre 20 et 30 ans. Et un jour, j'ai vraiment eu envie mon idole, c'est Jane Goodall. Jane Goodall, qui est la primatologue qui travaille sur les chimpanzés. Et je rêvais de faire une étude comme elle avait faite, elle, c'est-à-dire de donner des noms aux animaux. C'est vraiment une des premières scientifiques qui vraiment ne donnait pas des numéros, mais des noms aux animaux avec beaucoup d'anthropomorphisme, qui était absolument interdit à cette époque-là, et aujourd'hui qui est courant. C'était curieux comme quoi les scientifiques souvent sont un peu coincés. Hein. Et donc, je suis parti là-bas au Kenya et on a une chance formidable que Pierre Pfeffer, qui était professeur au muséum, a accepté de diriger notre thèse, qu'en France, on peut passer une thèse sans avoir aucun diplôme avant. Alors bien sûr, on ne pourra pas enseigner à l'université, mais on aura le titre. Voilà, donc on est parti avec ma femme Anne faire une thèse sur le comportement d'une famille de lions au Kenya. Une thèse qu'on n'a pas soutenue parce qu'en fin de compte, je suis devenu photographe. Les lions m'ont rendu photographe. Puis Anne ma femme a fait une thèse de lettres par la suite. Voilà, et moi, j'ai continué de photographe. C'est une vie aventureuse qui me plaisait assez, toujours dans l'animalier. Et cette vie, voilà, je dis souvent que c'est un des moments les plus heureux de ma vie. J'avais construit une maison en bois. C'est formidable, se construire sa maison soi-même, c'est assez génial, avec un marteau, des clous, des planches et des copains africains. On avait monté ma maison. Dans la maison passaient des éléphants, des lions, des hippopotames, des girafes. D'ailleurs, tiens, il y avait une girafe qui était morte et j'ai même encore eu un os de girafe. Regarde, je ne sais même pas si Voilà, une girafe qui était morte pas très loin de chez moi. Pas devant chez moi parce que ça sent très mauvais quand ça pourrit les animaux pendant assez longtemps. Surtout les lions arrivent pour les bouffer. Voilà. Et c'était une maison, c'était un endroit absolument inouï. Et voilà, donc ma vie de photographe a commencé à ce moment-là. Et après, je suis devenu un photographe qui travaillait beaucoup pour Géo, le National Geographic, Paris Match. Et puis en 92, il y a la fameuse conférence de Rio. Et là, je décide de faire un très gros travail sur la Terre vue du ciel. Voilà. Oui, de raconter la Terre à travers la photographie aérienne. C'est ça, c'est au Kenya aussi que vous découvrez un peu la Terre vue du ciel en Mongolie. Oui, parce que pour gagner ma vie, je suis pilote de montgolfière et j'emmène les touristes en ballon le matin. Et c'est vrai, quand on fait une étude sur les animaux, bien sûr, le territoire est très, très important. Donc, puis en même temps, j'ai découvert... Puis moi, je travaillais aux télé, que j'étais photographe animalier, alors que souvent, les photographes aériens travaillaient au grand angle. Donc, on a amené une image un peu différente. D'où le succès. J'ai fait beaucoup de livres après... en rentrant en France. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en rentrant, Hervé de la Martinière qui avait édité notre premier livre, Lyon, d'ailleurs j'ai l'affiche qui est là. Dans cette cabane, j'ai beaucoup de choses auxquelles j'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'affiche de notre premier livre. Ah oui. Voilà, Lyon, qu'on a fait avec Anne. Et j'ai fait beaucoup de livres depuis, mais celui-là, c'est un peu particulier. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve. Et c'est vrai que travailler au Kenya, c'est un peu j'avais le kit complet de l'aventurier, tu vois, la Land Rover, je vivais en milieu d'une réserve, c'est un moment inouï, quoi. Même maintenant, je me dis comment la chance que j'ai eue, incroyable, de faire ça. J'ai fait ça aussi parce que j'avais découvert des Français qui faisaient de la montgolfière, et tout de suite, je me suis dit, ça c'est un métier pour moi, parce que je vais pouvoir m'installer. Et j'ai souvent aux gens qui me demandent, qui veulent faire le même métier que moi, je dis, en fin de compte, il ne faut pas avoir peur de sa chance. Quand la chance, elle est là devant toi, et tout le monde dans la vie a la chance qui peut passer. Il ne faut pas en avoir peur et l'attraper. Moi, je rêvais d'habiter au Kenya. Il y avait ces gars qui faisaient de la montgolfière. Donc, évidemment, j'ai été les voir. Je veux être pilote de montgolfière. Je veux travailler pour vous. Ce qui me permettait de faire mon étude sur les lions que personne, bien sûr, voulait financer. Et j'ai eu de la chance inouïe aussi. C'est que c'était le début de Géo, du Figaro Magazine, de grandes découvertes du monde. À cette époque-là, on n'était pas beaucoup de photographes. Oui. Et aujourd'hui, il y a des milliers de photographes qui rêvent de faire ce qu'on faisait. À cette époque-là, on était très, très peu, en fin de compte. On n'avait d'ailleurs aucune formation de photographe, mais une formation d'aventurier, de faire des choses. Et la photo française était une photo très importante dans le monde. Les plus grandes agences photo étaient françaises. Donc, on vivait relativement bien notre métier assez facilement jusqu'à les années 2000. Les photographes ont bien vécu. Après, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, je reviens, je fais cette étude sur les lions, je fais ce livre avec Hervé de la Martinière. Il me demande de faire un livre sur Paris en aérien, parce que j'avais déjà fait un peu d'aérien, et je m'aperçois que photographier Paris, ma ville, c'est aussi intéressant et rigolo à faire que de photographier la savane africaine.
Puis là, j'enchaîne sur beaucoup de livres que j'ai fait, Vue du ciel, la Bretagne, Vue du ciel, la Turquie, Vue du ciel, vous voyez, tout le Maroc, Vue du ciel, et j'en fais une vingtaine. Et en 92, il y a la conférence de Rio, et je m'aperçois que le livre que je fais, c'est un livre un peu touristique, en fin de compte, ne correspondait pas vraiment à ce que j'avais envie de faire. Je suis très influencé par Salgado, qui est un bon copain, qui avait fait un très gros travail sur la main de l'homme. Et j'ai décidé de faire un travail pour l'an 2000, qu'on imagine toujours que l'an 2000, ça va être un moment extraordinaire, qu'il faut faire des événements, voilà. Et je fais ce travail qui s'appelle La Terre vue du ciel, qui bien sûr a complètement changé ma vie. Voilà. Oui, oui. Donc témoigner de la beauté de notre planète, mais aussi du coup de l'impact des hommes sur cette planète. C'est-à-dire que quand tu travailles sur la Terre vue du ciel, bien sûr, tu es à la recherche de la beauté, parce que moi, je suis un photographe qui recherche la beauté. D'ailleurs, les critiques me le reprochent. Je suis un photographe de carte postale, mais ça ne me dérange pas. Et cette beauté évidente du monde, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la Terre, quoi. Et je pense que la nature est quelque chose d'absolument fascinant. Même encore au bout de 40 ans, toujours aussi fasciné par ça. Et le livre, c'était d'abord la beauté du monde, mais c'était aussi l'impact de l'homme sur la Terre, même si à cette époque-là, on ne parle pas du tout de changement climatique. On a commencé à en parler en 2004, 2005. Avant, on n'en parle pas du tout. Mais on parle de la déforestation, on parle de la disparition des éléphants, on parle de la pauvreté. Et mon bouquin était vraiment, mon travail vraiment était une espèce de réflexion sur les villes qui grandissent, sur l'agriculture. Et je lisais beaucoup, il y avait très peu de livres sur l'écologie à cette époque-là, mais il y avait un rapport qui sortait tous les ans qui s'appelait le World Watch Institute, qui était basé à Washington. Je dévorais ce livre chaque année, et là-dedans, j'avais tout ce que je voulais faire était là-dedans, quoi, hein. Voilà, expliquer pourquoi il n'y a pas plus de vélos en ville, pourquoi la révolution verte en Inde, quoi. Tout ça a expliqué les choses. Et c'était passionnant, et ça a changé ma vie aussi, parce que je découvre les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, qui sont un peu isolés de tout, qui ne savent pas lire, pas écrire, et qui ont une intelligence absolument naturelle de ce qui se passe autour d'eux, et j'apprends beaucoup d'eux. Je parle avec beaucoup de scientifiques qui sont tous inquiets. Tous les scientifiques que je connais depuis que je travaille sont des gens inquiets, toujours, sur le terrain, en tout cas dans la biodiversité, et on en parlera tout à l'heure malheureusement. Et puis aussi, je découvre les ONG, quoi, les gens qui, sur le terrain, sans rien dire, sans passer à la radio ni à la télé, font des choses formidables, des gens qui donnent, des gens qui partagent, et des gens souvent qui sont plus heureux que toi, parce que je pense que le fait de donner, de partager, de s'occuper des autres te rend heureux. Voilà. Et agir rend heureux. Dans tout ça, le livre sort et je travaille avec les éditions La Découverte, tu vois, pour avoir des textes très forts. C'est Hervé Lebrun qui fait le texte du premier livre. Et puis on a une chance inouïe, c'est que tous les musées nous refusent de nous exposer, parce qu'on était un photographe en couleur, parce qu'on était un photographe de paysage, un photographe de géo, quoi. Donc on n'intéressait personne. Et on invente des expos dans la rue. Et on fait une très grande exposition rue de Médicis à Paris, qui est un énorme succès. Parce que moi, je voulais absolument faire une expo pour l'an 2000. Le livre marchait très bien. Très vite, le livre a marché. On en a vendu des millions. Mais au départ, personne ne pensait pas qu'on allait vendre 4 millions de livres, quoi. Je me souviens d'Hervé de la Martinière qui m'avait dit, tu sais, on l'a édité à 35 000. Oh là là. Les représentants lui ont dit, mais ça ne marchera jamais. Vous êtes malade, vous êtes fou. Donc, on baisse le prix du livre pour être sûr de le vendre. Et bien sûr, le livre était en rupture de stock pendant des années. On n'arrivait pas à imprimer, publié en 25 langues. Donc, c'est formidable. Et à ce moment-là, je deviens un personnage public. Je commence à faire de la télé et du cinéma. Voilà. Donc, tout s'enchaîne. Mais ce livre m'a donné les moyens de faire quelque chose. Voilà. Et après, je fais le film Home, je fais l'émission Vue du ciel sur France 2. Et là, je fais Human qu'on vient de mettre en ligne. À tous les gens qui me regardent, je vous conseille de regarder Human, qui est gratuit sur YouTube, qui est un film de 3h10, mais qui est un film formidable, avec un making-of génial, qui explique bien comment on travaille. Aussi le making-of de la musique du film, qui est vachement bien aussi. Voilà, comment on fait la musique d'un film. Et puis avec Armand Amar, qui est mon meilleur ami. Donc voilà, je crée ma fondation, bien sûr, à ce moment-là, en 2005, je crois, en association. En 2008, on devient fondation, et je deviens quelqu'un vraiment... d'activiste, quelqu'un qui dans la vie essaye en permanence de travailler avec mon équipe. Alors c'est très prétentieux de dire ça, il faut le dire avec humilité, mais je pense que tout le monde peut essayer de changer le monde, quoi. En tout cas changer le monde autour de lui, dans sa zone d'influence. Moi je le fais dans ma zone à moi, il y a des boulangers qui le font, il y a des paysans qui le font, il y a des architectes qui le font, chacun dans sa zone peut faire quelque chose. Voilà, et on a ouvert à Paris la fondation Good Planet, qui est un endroit génial, qui est fermé malheureusement, avec un petit château et 3 hectares qui m'a prêté
la ville de Paris, on a une école de cuisine, on a de la vidéo, on a un escape game sur le carbone. Voilà, on vient de faire des posters pour toutes les écoles de France qu'on envoie pour les ODD, Objectifs de développement durable, que la France a signé avec les Nations Unies. Et toutes les écoles de France peuvent recevoir gratuitement 17 posters pour leur école. Même chose pour les maisons de retraite, pour les entreprises, puis le demander à la Fondation. Donc voilà, on a une équipe, vraiment une équipe géniale et voilà, j'essaye voilà. En plus, c'est des jeunes, on a beaucoup de bénévoles. On a 350 bénévoles à la Fondation qui donnent une ambiance, une espèce à la Fondation. En tout cas, on voit bien qu'il règne une espèce de gentillesse, de bienveillance, d'envie d'aider. Voilà, voilà. Alors, on va revenir, si vous voulez, justement à votre film Home, parce qu'à l'époque, quand il sort dans les salles, les scientifiques disent qu'il nous reste 10 ans pour changer nos modes de vie. Et c'est nous qui disons ça. Oui, c'est nous qui disions ça, oui. Oui, mais on a passé son temps à dire il y a encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça fait des années qu'on dit ça. C'est ça, on le redit encore aujourd'hui. Et maintenant, la question qui se pose peut-être, c'est comment faire, comment réussir à vivre en humain responsable dans ce monde. Non, mais d'abord, je pense on changera pas. Aujourd'hui, il y a 10 ans, on aurait peut-être pu changer Aujourd'hui, on sait qu'on n'arrivera pas à changer la courbe. On est parti pour un changement climatique important. À quel niveau ça, on n'en sera rien. On n'en sait rien, mais les scientifiques français, il n'y a pas très longtemps, parlent quand même entre 5 et 7 degrés à la fin du siècle. C'est dingue, c'est fou. Ce qu'on peut faire, c'est extrêmement simple. Ce qu'on peut faire, c'est tellement bête. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Il n'y a qu'à simplement consommer moins d'énergie fossile. C'est quand même pas très difficile à faire. Hein. Voilà. Et il suffirait que les gouvernements décident que chaque année, on va exploiter 5% moins d'énergie fossile en France, par exemple. Il y a des pays en voie de développement qui ont besoin de pétrole, parce que le pétrole, c'est le sang de notre économie. Le monde vit grâce au pétrole. Sans pétrole, tout s'arrête. Hein. Il faut le savoir. À Paris, aujourd'hui, on ne peut plus manger. La nourriture, on n'arrive plus. Donc, tout ça fait qu'il suffirait de décider. Voilà. Mais en fin de compte, personne n'a vraiment envie. Parce que, vous voyez, quand il y a l'accord de la COP 21, par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai appris ça et ça m'a sidéré. Dans l'accord de la COP 21, il n'y a pas le mot pétrole, il n'y a pas le mot énergie fossile, il n'y a pas le mot charbon. Sinon, les pays signataires ne signaient pas les pays ne signaient pas le traité. C'est honteux, quoi. C'est honteux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ça, c'est du vent, c'est de l'image. On signe des traités sans vraiment faire ce qu'on doit faire. Normalement, en 2050, là, vous avez appuyé sur le bouton, je ne peux pas m'arrêter, je suis désolé. Quand je commence à parler de ça me passionne. Mais en 2050, chaque Français devrait émettre 2 tonnes. Aujourd'hui, on en émet 12. Pas aujourd'hui, en ce moment, on est revenu avec le confinement, ce qui est formidable d'ailleurs. Hein. Il n'y a plus de bruit, il y a les oiseaux. Bon. Mais aujourd'hui, on en consomme, chaque Français en consomme 12 tonnes. Il faut qu'on fasse 2 tonnes en 2050. On n'en prend pas le chemin, au contraire, on augmente de plus en plus. Et encore en France, on a le nucléaire qui nous sauve. Voilà, un aller-retour New York, c'est 2,5 tonnes. Voilà, donc il fait cette réflexion sur le monde dans lequel on vit, cette croissance, et on dit il faut sauver Air France. Bien sûr, il faut sauver Air France. Bien sûr qu'il faut sauver Air France. Mais on ne pourra plus prendre l'avion comme on le prenait avant. On ne pourra plus faire passer 24 heures ou 48 heures à Marrakech. Ça ne veut plus rien dire. Et si on va à Marseille ou à Bordeaux, il faudra y aller en train, c'est tout simplement. Voilà. Et je ne suis pas un bon exemple, parce que moi, j'ai prends plus l'avion seulement depuis 6 mois. Et l'avion, je l'ai pris certainement beaucoup plus que la moyenne des Français. Beaucoup plus. Donc, je ne vais pas mettre en avant là-dessus, mais je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir, d'essayer aujourd'hui de réduire notre impact. Voilà. Alors ça, c'est une chose qu'on peut faire. Réduire et puis arrêter de manger la viande industrielle. La viande industrielle, l'élevage industriel. Je suis en train de lire un bouquin de Fort, F-O-E-R, qui s'appelle L'avenir est dans notre assiette, ou quelque chose comme ça, qui avait écrit un livre qui s'appelle Faut-il manger des animaux, et qui explique à la fin du bouquin qu'en fin de compte, on pense que l'agriculture, c'est entre 30 et 50% des gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Énorme. Déforestation, souffrance animale, et j'en passe de tout et tout. Voilà, donc il y a une réflexion à avoir, et on n'est pas prêt à le faire, quoi. On n'est pas vraiment prêt à le faire, malheureusement. Alors que la solution est assez facile, c'est ce que dit Greta, la petite Greta, elle dit arrêtez de prendre l'avion, écoutez les scientifiques, voilà. Donc, voilà, on est dans un monde où on dépend de la croissance, c'est la croissance qui nous fait tous vivre. Moi, ma fondation vit grâce à la croissance, aux mécènes qui me donnent de l'argent pour faire vivre ma fondation, parce que c'est ouvert, c'est gratuit, on fait beaucoup d'opérations. La croissance, on en dépend tous, moi le premier. Donc, comment lutter contre cette décroissance en essayant de continuer à travailler, de payer des employés, c'est pas très facile. Voilà.
Alors, de parler de croissance, ça me fait penser à votre film Human, qui est sorti en 2015. Et dans ce film, il y a un certain Pepe Mujica. Il a été président de l'Uruguay à cette époque. Et il raconte comment ces années passées en prison lui ont offert du temps pour réfléchir. Donc, je vous propose à tous d'écouter ce petit témoignage, ce petit extrait. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Donc, Pepe Mujica, on va évoquer tout à l'heure, Yann, la question de la sobriété qui vous est chère, je crois. Mais ce que nous explique Pepe Mujica, ça m'a inspiré une réflexion, en fait. Est-ce que vous pensez que cette période de confinement que nous avons vécue et qui n'est pas tout à fait terminée aura eu le même effet sur nous que les années de prison de Pepe Mujica? C'est-à-dire, est-ce que cette période nous aura permis de faire enfin une pause et de revoir l'ordre de nos activités? Pepe Mujica, il a quand même passé 10 ans en prison, dont 7 ans sans lire un livre. C'est pas exactement la même chose. Et moi, il me racontait qu'il parlait aux fourmis. Hein. Parce qu'à un moment, il avait l'hallucination et il en parlait vraiment. Quoi. Je pense que c'est vrai. Quand tu es dans l'isolement tout seul, ça rend fou. Hein. C'est un supplice. Et il est resté 7 ans tout seul sans lire un bouquin. Et c'est une force de caractère formidable. Et d'ailleurs, c'est un des grands hommes, les Gandhi, les Mandela. Pepe Mujica, c'est des gens qui ont fait beaucoup de prison. Hein. Et je pense que la prison, tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de réfléchir sur ce que tu as le droit de faire et de ne pas faire. Non, je pense que le confinement, malheureusement, ça va... Tu sais, c'est la grande question que tout le monde me pose et tout le monde mais je ne suis pas assez futurologue pour savoir, mais je pense qu'il faut que la croissance revienne. Ça, c'est indispensable parce qu'il y a quand même des millions de gens qui dépendent de la croissance pour vivre. Moi, je suis un privilégié. Puis moi, voilà, il y a des gens, vous savez, quand vous êtes une aide-soignante, vous gagnez 1 200 € par mois. Pour les aides-soignantes, je ne pense pas qu'elles vont faire mieux. Elles ont des problèmes de boulot, ça, au contraire. Mais voilà, que vous gagnez ça et que vous avez 2 enfants à charge, que votre mari souvent est parti et qu'il ne paye pas sa pension. Bah, c'est ce que j'ai vu parce que dans le film Woman, qui est un film qu'on vient de faire, qui a été malheureusement arrêté quand les cinémas ont fermé, on a beaucoup parlé avec des femmes gilets jaunes, voilà. Et malheureusement, ces gens-là, il faut qu'ils travaillent, il faut que la croissance reprenne, il faut qu'on vende des bagnoles, il faut que les supermarchés rouvrent. Voilà. Maintenant, réfléchir à notre façon de consommer, de vivre autrement. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on vit avec l'essentiel, puisqu'on ne peut plus acheter d'autres choses. On vit très bien comme ça. Voilà, on bricole. Moi, voilà, je fais du pain tous les jours, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Je fais plein de choses. Voilà, je fais travailler mes petits-enfants, quoi. Moi, j'ai un confinement à la campagne. Moi, j'ai une chance inouïe. Mais mes copains qui sont à Paris, qui 3 enfants, sans avoir pas le droit d'aller dans le parc, c'est dingue, quoi. C'est fou. Eux, ils ont vraiment souffert. Je crois que, en tout cas, il y a beaucoup d'empathie vers l'autre. Moi, quand j'étais l'autre jour à Auchan acheter un cadeau d'anniversaire à mon petit-fils,
Et je disais merci à la caissière d'être là, qui avait son masque. Et elle me dit, c'est sympa parce que tout le monde me dit merci, alors qu'avant, personne ne me disait merci, quoi. Voilà, donc il y a une espèce et on est tous un petit peu, tous un peu coupables, quoi, de se dire merde, je suis là, je suis bien à la campagne, alors qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui travaillent comme des fous dans les hôpitaux, et on se sent un peu inutile. Alors moi, j'ai essayé de travailler chez Emmaüs, on m'a dit non, vous êtes une personne à risque, vous êtes trop vieux. Donc je me suis aperçu que j'ai découvert que j'étais une personne à risque et je ne pouvais pas distribuer, aider Emmaüs. Donc voilà, en tout cas, c'est le rêve de tout écolo aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bagnoles, il y a le silence. Voilà, mais en même temps, il faut reprendre le travail. Et je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à reprendre. Moi, je n'ai pas très envie de reprendre, je vous dirais. Je lis beaucoup, je travaille énormément. Alors, j'ai jamais fait tant de Zoom, de Teams, de Skype, de WhatsApp comme en ce moment de ma vie. Voilà, j'ai découvert tout ça que je connaissais absolument pas. Et puis bon, puis il y a énormément de choses sur Internet. Les réseaux sociaux sont devenus très importants, avec du bon et du mauvais. Mais voilà, je pense que notre vie, j'espère en tout cas que notre vie va reprendre, que les gens vont pouvoir partir en vacances, que voilà, que les enfants vont continuer à aller à l'école. Voilà, d'ailleurs avec la fondation, on va faire un programme avec des masterclass sur la biodiversité pour les enfants qui n'ont pas été. C'est une demande de l'Éducation nationale pour les enfants qui n'ont pas pu, qui ont été en retard avec leurs études là ces derniers mois, pour les aider. Et donc avec la fondation, et l'Éducation nationale, on va sûrement faire des vidéos. On va demander à Jamy aussi de nous aider. Voilà, c'est d'agréger autour de nous des gens qui parlent d'environnement pour les enfants, puis d'autres choses. Hein. Et puis aussi une chose qui m'a intéressé, moi beaucoup, j'ai beaucoup regardé des vidéos et je me suis aperçu sur le monde agricole. J'avais vu le film Au nom de la terre. Hein. D'ailleurs, Bergeon vient de faire une chaîne YouTube. Je conseille à tout le monde d'y aller, de s'abonner. Une chaîne qui s'appelle Cultivez-vous, je crois. C'est Bergeon et Canet, l'acteur, qui ont fait ça. Et j'ai vu le drame de l'agriculture en France. Quoi. Alors que on est le pays exportateur, un des pays au monde qui exporte le plus de denrées agricoles. Vous savez que je pense que le chiffre d'affaires de l'agriculture française est plus important, je crois, que les avions. Donc c'est numéro 1 ou numéro 2. S'ils étaient au 440, ils seront en tête. Et en fin de compte, il y a des paysans qui gagnent 300 € par mois. C'est fou. Avec des gens qui se suicident, il y a des vidéos de vente aux enchères d'une ferme pour 3 générations où on vend les tracteurs, on vend les animaux, mais c'est à pleurer, quoi, c'est à pleurer. Et je me suis intéressé à ça, je suis en train d'écrire une tribune pour Le Monde, justement. C'est pas normal que quelqu'un qui fasse du lait vend son lait 30 centimes alors que son prix de revient est 40 centimes tous les jours. Et ça, c'est un vrai scandale, ça devrait être interdit. C'est vraiment une chose à changer, c'est qu'aujourd'hui, on devrait acheter aux agriculteurs ce que ça coûte. Voilà, on est dans un prix mondialisé et le lait, voilà, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée dans ce qu'on achète. Et les gens qui font monter l'association C'est qui le patron, par exemple, c'est génial. Parce que C'est qui le patron, ils vendent du beurre, ils vendent du lait, et c'est pas beaucoup plus cher, mais au moins il y a cette valeur ajoutée d'être utile à quelque chose. Et je pense que là, moi, en tout cas, moi, je savais, j'ai toujours travaillé circuit court, je travaille bien sûr cette réflexion, mais je ne pensais pas qu'il y avait un gap si important. Et j'ai parlé à Solidarité Paysanne, justement, qui aide les paysans. Et d'ailleurs, la chaîne de Bergeon, quand vous vous abonnez, il y a un petit peu d'argent qui va à la Solidarité Paysanne. Et moi, ça m'a vraiment extrêmement... et donc, j'en ai beaucoup parlé, j'ai interrogé des paysans. Et donc, je pense peut-être faire un film là-dessus. Moi, ça m'intéresse, en tout cas, voilà. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Il suffit simplement d'acheter. Alors, c'est beau de dire le monde après, de signer des tribunes, mais en même temps, faisons le basique, quoi. Simplement, dans notre caddie, on achetons les choses en payant le vrai prix, quoi, tout simplement. Oui. Voilà. Alors, ça, je crois qu'on l'aura appris, ça, voilà. Alors moi, je faisais mon pain tous les jours. J'étais très content de faire du pain et je me suis aperçu que tout le monde faisait du pain, quoi. Il n'y avait plus de farine autour de chez moi, et plus de levure. Je n'étais pas le seul de faire du pain. Et c'est super facile de faire du pain. Je veux dire que c'est magique, hein, quand on voit un pain comme ça qui sort du four. Je recommande à tout le monde d'essayer de faire du pain. Faire travailler les boulangers aussi, bien sûr. Voilà. Alors, pour revenir sur votre film Human, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, vos rencontres avec ces plus de 2000 témoins dans 60 pays Human, ça part dans les années 80.
je suis tombé en panne d'hélicoptère. Alors, d'abord, l'hélicoptère. Bien sûr, tout le monde dit Artus Bertrand, l'hélicoptère, blabla. Il faut savoir que avant 2005, personne ne parlait que je prenais l'hélicoptère qui avait des derniers fossiles. J'ai reçu aucune critique là-dessus, hein, zéro critique. Donc, dans les années 80, je faisais même le Paris-Dakar. Hein, je suivais le Paris-Dakar, je gagnais bien ma vie avec ça. Très ami avec Sabine, on traversait l'Afrique. J'ai adoré faire le Paris-Dakar. Très attaqué aujourd'hui par les écolos. À cette époque-là, pratiquement pas. Tout le monde, c'est dur, incroyable. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y a pas de radio, on se perdait. Et surtout, on visitait l'Afrique. Moi, j'ai fait des reconnaissances du Paris-Dakar. C'est les plus beaux voyages que j'ai faits. Et un jour, je suis tombé en panne en hélicoptère dans un tout petit village avec ces fameux agriculteurs de subsistance. Et c'est là où, véritablement, j'ai découvert que la parole des autres était très importante. Parce que ces gens m'ont raconté la peur de la mauvaise météo, la peur d'être malade. Quand on est malade, on ne peut pas se nourrir parce qu'on ne peut pas travailler la terre, on ne peut pas nourrir sa famille, donc c'est important. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? C'est pour avoir des bras. Hein, on fait beaucoup d'enfants parce qu'on n'a pas de machine, donc plus on a d'enfants, plus on va être, ça sera une sécurité après pour la retraite, et puis en même temps, ces enfants vous aident à travailler. Voilà, et donc, et ça, il me l'a dit en me regardant dans les yeux, voilà, en face, sans rien me demander, en fin de compte. Et ça m'a transpercé le cœur, quoi. C'était des gens à qui je me sens très proche, comme ma famille. J'ai dessiné ma maison, ils ont tué une chef pour moi. J'ai passé 3 jours incroyables. Des gens que j'ai jamais revus, hein, parce que j'avais pas de GPS. Et d'où est venue l'idée qu'à travers mon travail de la terre du ciel, il manquait la parole des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on a d'abord fait un projet qui s'appelait 6 milliards d'autres. Avec l'argent de la terre du ciel, j'ai pu financer 5 journalistes, jeunes étudiants, qui sont partis avec les caméras, poser à tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie. Voilà, c'est une grande exposition qui a eu lieu au Grand Palais. Et c'est vraiment un projet que j'ai adoré faire. Vraiment, moi, je ne l'ai pas filmé, parce que je continue à filmer en aérien, mais on a fait le montage avec Sybille d'Angeval et Baptiste Rouget-Duchère qui avaient réalisé ce travail. Puis après, j'ai voulu mélanger dans un film l'aérien et ses interviews. Et Human, pour moi, c'est vraiment le meilleur film qu'on ait fait, parce que c'est un film qui parle de quoi? Des choses essentielles. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre? Pourquoi la guerre? C'est une question qu'on peut se poser, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde humaniste, on est quand même la France est comme le 3e vendeur d'armes au monde, quoi. C'est dingue. Au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, tous ces gens autour de la table, c'est 90% de fabricants d'armes. Voilà, donc on est en même temps dans un côté humaniste, droit de l'homme, et en même temps, on vend des armes, quoi. La France vend des armes en Arabie Saoudite. Ils sont en train de bombarder le Yémen en ce moment. Et le Yémen, c'est une des pires tragédies humanitaires au monde en ce moment. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me choque énormément. Donc on en parle un peu dans le film. Et puis on parle avec un soldat américain qui parle du plaisir de tuer, quoi. C'est incroyable d'entendre quelqu'un qui dit ça. Mais on a tous en nous la chasse. Et la guerre, c'est pas quelque chose c'est pas par hasard qu'on fait la guerre. Quelque part, les gens aiment faire la guerre, malheureusement. Voilà, on parle de l'homophobie, des réfugiés, de l'amour, du sens de la vie, de la pauvreté, quoi. Il y a des choses aussi plutôt rigolotes. Hein. C'est pas un film mais c'est un film formidable qui peut vous transformer un petit peu, qui dure 3h10 malheureusement. Il est très long, mais vous ne pouvez pas le réduire. Hein. Parce que je pensais que même 3h10, c'est pas beaucoup pour raconter l'humanité. Voilà, et donc il n'a pas été un succès en salle parce que les exploitants ne voulaient pas mettre un film de 3h10 parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de séances. Voilà, puis c'est très long, quoi. Il faut vraiment ouvrir son cœur pour voir ce film, et tout le monde n'est pas... Voilà, c'est pas quelque chose de facile à écouter, mais c'est un film que j'adore. Et puis surtout, il y a 1 heure de musique dedans, avec des paysages, sans aucun commentaire, avec la musique d'Armand Amar. Et c'est certainement mon meilleur film. Après, on vient de sortir ce film Woman, qui est la même chose sur les femmes, réalisé avec Anastasia Mikova, qui est une journaliste formidable. On a vraiment fait un film très fort, que j'aime aussi beaucoup. Malheureusement, le film a été enlevé du cinéma à cause du virus. Voilà. Il va ressortir, j'espère, très bientôt. Ouais. Et c'est un film très important, que ça parle de la... Alors moi, j'ai fait ça avec Anastasia, une équipe de femmes, parce que c'était vraiment un film qui a été porté par les femmes de l'équipe, peut-être plus que par moi. J'ai senti que là, il fallait que je prenne du recul, quoi. Un film sur les femmes, il fallait laisser les femmes faire leur film, voilà. Et je l'ai très bien ressorti. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience-là, Woman, sur les femmes, sur le monde, sur vous? Moi, je fais un peu partie de génération de vieux cons de macho. Hein. J'ai été élevé. Moi, je me souviens que ma mère avait 6 enfants. Ma mère, elle bougeait, elle disait pas grand-chose. C'est mon père qui décidait de tout.
Ma mère, elle a quand même eu un carnet de chèques, elle a voté dans les années 60, quoi, tu vois, quand j'étais tout petit. Elle n'avait pas vraiment le droit à la parole. C'était mon père qui décidait. Et j'ai peut-être un peu reproduit ça dans mon rapport avec les femmes. Plus maintenant, je vous arrête tout de suite, parce qu'aujourd'hui, j'ai évolué. Mais je n'avais pas compris, je pense que les femmes ont beaucoup plus d'épreuves à passer dans leur vie que les hommes. C'est plus compliqué d'être une femme dans ce monde d'aujourd'hui que d'être, si on vit à égalité, quoi. Je pense que d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, il y a vraiment pour moi quelque chose qui est très symbolique. Dans les prisons françaises aujourd'hui, je crois que les femmes, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 3%. 3% de détenus sont des femmes. Ça veut dire quelque chose, ça. Les familles familles d'handicapés, c'est très très souvent des familles monoparentales où la femme toute seule s'occupe d'handicapés et va se dévouer pour son enfant alors que les hommes sont partis. Voilà, il y a un côté de dévouement, de sacrifice, et même d'intelligence instinctive chez les femmes que je pense que nous les hommes on n'a pas. Je pense que les femmes sont, et d'ailleurs les grandes héroïnes de l'environnement sont les femmes. Hein. De Carlson qui a dénoncé le DDT dans les années 60, qui est une femme incroyable. Voilà, Diane Fossey, Jane Goodall, Vandana Shiva, jusqu'à Greta. C'est assez étonnant de voir que toutes les idoles de l'écologie sont des femmes quand même. Hein, voilà. Il y a moins d'ego et plus je sais pas. Bon, alors peut-être une dernière petite question à vous poser de ma part. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous gardez de l'espoir pour l'avenir ou est-ce que vous êtes un petit peu résigné? Est-ce que vous pensez que... Non, mais, tu sais, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? D'abord, ça dépend comment j'ai dormi. Hein. Si j'ai bien dormi, je suis optimiste. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, quand même, nous parlent d'un monde, on parle de la 6e extinction, quoi, de la mort de mes petits-enfants. C'est quelque chose de très grave. Puis la vie prend par le dessus. Voilà, c'est pas pour ça que je pleure tous les jours et que, voilà, cette recherche du bonheur. Tu sais, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, donner du sens à sa vie, c'est très important. La vie, elle n'a aucun sens. Aucun sens. Et donner du sens à sa vie, c'est se battre pour faire un monde meilleur. Parce qu'on vit dans quelque chose, c'est Hannah Arendt qui a dit ça, dans la banalité du mal. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans un système de croissance. On sait que ce n'est pas bon pour l'environnement, mais on le fait quand même. On va prendre l'avion, on va manger de la viande industrielle, on sait bien l'impact incroyable de l'industriel. On va prendre sa bagnole, même si elle est diesel en ville, on sait que ça tue des gens. Il faut savoir que le diesel tue plus de gens que le coronavirus, hein, car on parle de 40 000 personnes par an, hein, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi, parce qu'en fait, les microparticules rentrent dans vos poumons et après vont dans le sang et font des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de décès chez les Français. Donc voilà, tout ça fait que cette banalité du mal dans laquelle on vit, parce que moi je suis aujourd'hui, alors je suis pas catho, je suis pas, même si j'ai rencontré le pape et on a fait un livre formidable, Laudato Si, au profit d'un orphelinat dont je m'occupe un petit peu, parce qu'il y a des gens qui s'en occupent bien mieux que moi à Brazzaville, et je crois au bien et au mal, en fin de compte. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Alors on parle de grandes théories, mais en fin de compte, qu'est-ce que je fais de bien? Et je pense que c'est bien de se remettre... de dire qu'est-ce que je peux faire, je n'ai pas le droit de faire. J'achète du fromage. Est-ce que j'achète du fromage qui a été bien payé aux agriculteurs? Est-ce que je n'achète pas des grosses boîtes énormes qui Lactalis, qui est en train d'affamer les paysans? Voilà. Est-ce que j'achète un gars à côté de chez moi et qui ça va le permettre de vivre? Voilà. C'est toutes ces choses-là au quotidien, quoi. Et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de consommer, mais de savoir quel est le poids de ce qu'on consomme. Et c'est vrai qu'on vote un peu avec son caddie, quoi. C'est évident. Et puis aussi d'aider les autres, quoi. De savoir parce que moi je suis persuadé, les gens que j'admire le plus, mes héros en fin de compte, c'est les gens qui s'occupent des autres. Je m'occupe d'une sœur qui s'appelle Marie-Jo, je m'occupe. Je ne vais pas dire grand-chose, je l'aide un petit quand je peux. Elle s'occupe des réfugiés. Je connais la fameuse Ida à Brazzaville que j'aide. Et puis les gens qui sont là, les bénévoles du Resto du Cœur, c'est ces gens-là qui sont les héros d'aujourd'hui. C'est ça les gens que j'admire le plus. Les gens qui donnent du temps pour les autres, bien sûr, les aides-soignantes qui d'ailleurs avaient fait grève quand même et en fin de compte, on ne les a pas entendues râler, elles ont fait leur boulot. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est ces gens-là qui m'intéressent, quoi. Les grandes personnes qui me passionnent le plus, ce sont les gens, les inconnus, qui donnent du temps. Mais combien compris. D'ailleurs, je pense que agir rend heureux et que plus tu aides les autres, et mieux tu es. Plus tu es heureux. J'en suis persuadé. Alors peut-être que cette réflexion, tu vois, dans le monde de demain, où
Et c'est vrai qu'on va vers un monde difficile et compliqué, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de me battre. Hein, me battre contre les pesticides qu'on peut mettre à 20 mètres des maisons, mais c'est complètement con. Comment est-ce que le ministre de l'Agriculture, il est nul. C'est pas possible. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je ne comprends pas. Et moi, je sais que j'ai beaucoup attaqué l'élevage intensif, j'ai rencontré les présidents des coopératives. Je leur dis, mais c'est vous qui devriez le premier décider. Mais en tant que paysan, ben voilà, nous aujourd'hui, on va commencer à mettre les pesticides. L'État nous dit 20 mètres, on va mettre 50 mètres ou 100 mètres. C'est à eux de le faire. Ils ont pris conscience de ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je viens de voir un article dans Le Monde sur le pesticide. Enfin bon, voilà. Ça vaut le coup de se battre et continuer à se battre pour ça. Voilà, maintenant, on va vers un monde difficile et compliqué. Est-ce qu'on y arrivera sur le papier? Non. Sur le papier, si on est normaux, si on sait lire, si on est réfléchi, on voit bien qu'on ne va pas y arriver. Mais en même temps, je refuse de toutes mes forces que l'homme n'est pas capable de changer. Donc, j'espère que ça va se faire. Et puis, je pense que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Voilà, tant qu'on est là. Et je pense que de tous les soirs, compter les morts à la télé, tu vois, aujourd'hui, tant de morts, ben, ça te fait réfléchir sur la fragilité de la vie et te dire, ben, voilà, que la chose la plus précieuse qu'on a, c'est sa vie, quoi. Il n'y a rien que ça, le reste, et puis la vie des gens qu'on aime, et même des autres. Voilà, voilà. Et ça nous fait réfléchir là-dessus, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Et puis en même temps, on nous promet une catastrophe qui n'est pas visible. Tu vois, la catastrophe, elle n'est pas visible. On parle de changement climatique, mais on vit tout très bien. Toi qui es scientifique, tu as vu les papiers sur le permafrost, ce qui se passe en ce moment. C'est dingue. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a en entend? Il va falloir qu'on arrête de parler. Ben non, on va continuer à parler. On n'arrête pas. On est content de se parler. On a le temps de communiquer. Voilà. Non, et puis je voudrais finir Je peux finir maintenant? Je peux faire quelque chose ou pas? Ce que je voulais dire, c'est que il y a une phrase qui tu vois, que dans 6 milliards d'autres ou dans Human, qui m'a été très importante, c'est le fait qu'on avait parlé à des gens, on demande toujours aux gens quel est votre plus grand rêve, et les gens t'expliquent quel est leur plus grand rêve. Et un jour, on avait fait des interviews comme ça à Madagascar avec une dame qui ne sait pas lire, pas écrire, qui est tout à fait au fin fond de Madagascar. Et quand on lui a demandé son plus grand rêve, en dehors d'avoir à manger, l'éducation, elle m'a dit, ben, mon plus grand rêve, c'est de mourir avec le sourire. Et je pense que c'est génial de penser à ça. Tu vois, l'intelligence de cette femme. C'est une phrase à laquelle je pense tous les jours. On va tous mourir un jour, c'est écrit. Et d'essayer de mourir avec le sourire, c'est-à-dire que ta vie que tu construis soit en accord avec tes convictions. Et moi, je vois ma grand-tante, qui a encore une bonne sœur, qui a 102 ans, qui est dans une maison de retraite. Eh bien, elle va mourir avec le sourire. Toute sa vie, elle a donné aux autres. Toute sa vie, elle s'est intéressée aux autres. Je lui dis l'autre jour, mais comment tu fais dans cette EHPAD pour, dès que j'arrive, tu as le sourire, t'es gai? Elle me dit, mais Yann, c'est pas difficile, je pense pas à moi, je pense aux autres. Et je pense que c'est très important, voilà, de savoir cette vision, de regarder l'autre avec empathie. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Peut-être que j'ai 74 ans et que c'est le moment pour moi de le faire, parce que j'étais très ambitieux, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai pas toujours été comme ça. Mais je vois que la vérité, ma vérité, elle est là en tout cas. Voilà, j'essaye. Parce que réussir sa vie professionnelle, c'est pas très difficile. Mais réussir sa vie d'homme, c'est un Graal impossible. Voilà, j'essaye. Voilà. D'accord. Merci Yann. Je crois qu'il est temps maintenant de passer un petit peu aux questions des internautes qui posent depuis le début de ce live. Alors la première question qu'on nous a posée, c'est est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de la cabane? Attends, je vais la faire là. La cabane, voilà. Alors la cabane a été construite par mon beau-frère qui un jour a lu un livre formidable. Vous voyez là ou pas? C'est bon? Ça marche? Oui, on voit. Il a fait un livre qui s'appelle on est passé en... Le Pharaon perché. On va retourner en paysage là si possible. Comment? On voit bien ou pas? On va retourner, voilà, comme ça c'est mieux. Tu vois là, tu vois la cabane avec les arbres, les branches qui passent au milieu de la cabane, voilà. Ça. Tu vois, voilà. Là, il y a tous les objets que j'ai ramenés d'Afrique ou de mes voyages. Voilà, là, il y a les arbres. On est à 15 mètres de haut dans les Yvelines, dans la forêt de Rambouillet. Et on entend les oiseaux. J'espère que vous les entendez. Voilà, et c'est un peu un rêve de gosse. Voilà, avec le livre plus important, voilà, qui est là. Voilà. Le Nid du Marsupilami, qui est un livre mythique pour moi, avec une petite terrasse. Voilà. En parlant de livres, d'ailleurs, je voulais vous
vous parler d'un livre génial que j'ai lu pendant ce confinement qui s'appelle Bergère des collines. C'est un livre aux éditions Corti et c'est un livre formidable. Je conseille à tout le monde de lire ce livre. C'est l'histoire d'une bergère. Et d'être berger, en fin de compte, c'est beaucoup plus compliqué. On ne se promène pas toute la journée en regardant le paysage. C'est vraiment un boulot pas facile. Et c'est un livre génial qui parle du sens de la vie et de la nature. Donc, Bergère des collines, je crois qu'elle s'appelle Florence Robert. Voilà, c'est un livre qui m'a marqué. J'étais tellement content, j'en ai acheté 10 que je vais offrir à tous mes copains. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, deuxième question. Quelqu'un sur le chat nous demande, Jimmy, quelle a été votre meilleure anecdote pendant les tournages de Human et de Woman? Alors, Human, vous avez eu tout à l'heure, à Mourir de sourire. Je pense que c'est beaucoup d'anecdotes, bien sûr, parce que chaque fois, c'est une rencontre formidable. Qu'est-ce que je vais te dire? D'abord, on a du temps, on a combien de temps pour raconter l'histoire? Oh, on a un petit peu de temps. C'est-à-dire. Pas trop. Non, mais en fin de compte, les histoires, les anecdotes de ma vie, quoi. En fin de compte, je sais que j'ai eu un accident d'hélicoptère très, très difficile hein, en faisant la Terre en vue du ciel et en tournant sur le Katrina, en Nouvelle-Orléans, et on a failli se tuer. On est tombé, on s'est craché sur une maison, on aurait dû se tuer tous. Alors c'est drôle parce qu'on est tombé, je vais être très haut. On dit souvent qu'on voit sa vie passer. Moi, j'ai pas du tout vu ma vie passer. Mais on est tombé, on était évanoui quelques instants. Hélicoptères américains sont venus me chercher. On était dans un hôpital. Ils m'ont tout coupé mes vêtements. J'avais du sang sur moi et j'avais rien du tout en fin de compte. C'était un miracle qu'on soit en vie. Et j'étais aux États-Unis et je rêvais de boire du vin. Mais c'était incroyable. J'étais failli mourir. J'étais en vie. Et c'est drôle. J'étais tout seul. Et j'avais envie de boire du vin. Je me suis aperçu que moi, qui ne suis pas un fou de pinard, le vin, pour moi, c'était le terroir, c'était la France, c'était mes amis. Et il paraît que je hurlais, je veux du vin, c'est ce qu'ils m'ont dit le lendemain. Ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir. Et le matin, je me suis retrouvé avec un costume de militaire américain sur le port de Nouvelle-Orléans, voilà, en me disant, ça c'est une petite anecdote. Puis une autre anecdote, je vais vous la faire très brève, qui est une anecdote marrante, c'est que un jour, je suis parti travailler chez Diane Fossey, c'est avec les gorilles. Je suis parti au Rwanda. Je suis le dernier photographe à travailler avec elle parce qu'elle a été tuée quelques jours après mon départ. Et je suis parti là-bas. Et ma femme a eu un très grave accident de voiture. Et donc, quand je pars, elle glisse sur la péniche et je la ramasse et je me coince le dos. Mais je me coince le dos vraiment. Je suis parti au Rwanda complètement avec un vrai lumbago en me disant je ne vais jamais pouvoir travailler. J'arrive à Kigali, on me fait des piqûres de cortisone, je vais un peu mieux, je monte là-haut. J'arrive 2 jours en retard. Diane Fossey m'engueule parce qu'elle m'avait fait un gâteau au chocolat et que j'étais arrivé en retard. Et je vais voir les gorilles tous les jours. J'avais très très mal au dos, alors on me fait des massages, il y a un sorcier qui vient, bon, rien n'y fait. Et je vais tous les jours voir les gorilles. Et c'est un truc incroyable, j'ai tout seul, parce que Diane Fossey avait un cancer du poumon, elle ne pouvait pas y aller. Et tous les jours, j'étais autour des gorilles, et les gorilles étaient autour de moi. Et d'abord, un truc incroyable, c'est quand tu es photographe animalier, tu vois le gorille dominant qui s'endort en mettant sa tête sur ton pied en ronflant, tu vois des histoires, tu te dis mais c'est pas possible, quoi, des animaux sauvages qui t'acceptent à ce niveau-là. Et t'es tout seul, quoi, tout seul. Et un jour, j'avais toujours très très mal au dos. Je vous le fais bref, mais un jour il y a une parade d'intimidation d'un gorille, il me donne un grand coup dans le dos, il me remet ma vertèbre en place. Voilà. Donc voilà l'histoire. Non, mais il faut savoir que quand on fait ce travail de Human, c'est un travail, d'abord c'est des films chers, compliqués, donc il y a beaucoup de tension en fin de compte. On est toujours moi je me sens responsable, ça coûte cher de faire un film, chaque fois on doit faire ce qui est le mieux, quoi, en fin de compte. Donc on est toujours, je ne sais même pas si je profite tellement de mes tournages, tellement je suis concentré sur ce que je dois faire, de ne pas pouvoir rater mes prises de vue. Voilà. Eh oui. Alors, une autre question de Toff Rigoni qui vous demande, qui parle d'une interview qui date de 1965 de Michel Simon qui dit avoir peur du monde qui vient. Il dit que c'est tragique, qu'il n'envisage pas l'avenir, cette prolifération de l'être humain pire que celle des rats. Et il vous demande votre avis sur la surpopulation. Ça, c'est le grand truc. On est trop sur Terre. Oui, on est certainement un petit peu trop sur Terre, mais quoi y faire? Il faut faire avec. Hein.
faut pas empêcher les femmes de faire des enfants, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on pense qu'avec l'éducation, parce qu'en fin de compte, la démographie, elle augmente, surtout dans les pays où il n'y a pas d'éducation. Donc, on devrait beaucoup plus investir dans l'éducation, parce que, je disais tout à l'heure, dans un pays, il y a beaucoup d'endroits où on fait des enfants. Nous, on a même interrogé les femmes, des hommes qui avaient plusieurs femmes, et les femmes faisaient la compétition en elles pour faire le plus de gosses possible. C'est fou, quoi. Voilà. Donc, il y avait plus on fait d'enfants, plus on est respecté, avec les maladies qui vont avec, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, les femmes vivent beaucoup moins vieilles que les hommes à cause de maladies, justement dues à ces accouchements. Vous connaissez les problèmes, voilà, des problèmes génitaux de toutes ces femmes qui ne sont pas soignées, et les femmes meurent beaucoup plus tôt que les hommes, et les hommes ont plus de valeur que les femmes en Afrique. Bon, voilà. Tout ça fait que bien sûr, on est certain. Le problème, quand je suis né, c'était 2 milliards. Aujourd'hui, c'est dingue de penser que dans ma vie d'homme, j'ai vu la population du monde multipliée par 4. Mais ce qui est grave, c'est pas ça, c'est que la consommation de viande est multipliée par 8. La consommation de poisson par 8. Et aujourd'hui, moi, je ne vis pas comme mes parents. Mes parents avaient beaucoup, beaucoup moins de choses que moi. Quand je vois mon placard, mon père qui est mort il n'y a pas très, très longtemps, je voyais dans son placard, il y avait 5 chemises, 2 costumes, 3 paires de godasses. Moi c'est scandaleux ce que j'ai, comme les t-shirts qu'on me donne, les choses de tournage, quoi. J'ai beaucoup trop de choses. Voilà, et on vit dans un monde qui n'est pas le même. Alors, ce n'est pas tellement le problème de sa démographie, c'est ce qu'on consomme, quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est le modèle pour tout le monde. Tout le monde rêve de vivre comme nous. Oui. Quand vous êtes en Éthiopie, quand vous êtes, parce que à Brazzaville, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la communication, d'ailleurs la révolution du siècle, avant on pensait que les avions allaient voler dans les rues, les bagnoles allaient voler. C'est pas ça la révolution. La révolution, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est pouvoir se parler, la communication. Et quand vous habitez au Mali, vous habitez au Niger, vous savez ce qui se passe dans le monde. Vous savez très bien, vous parlez avec vos copains qui sont à Paris, qui parlent de salaire, qui parlent d'aide, qui parlent de social, qui parlent d'hôpitaux, qui parlent d'éducation. Vous avez qu'une envie, c'est de vivre dans ce monde-là. Moi, les gosses à Brazzaville de l'orphelinat, ils m'appellent en WhatsApp tout le temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette communication fait qu'on a envie d'aller dans ce monde-là. Et donc, on est un peu le modèle que tout le monde veut. Et voilà, dans ce modèle de croissance, parce qu'on a fabriqué une espèce de croissance, le bonheur est à travers cette croissance, c'est ce qu'on nous raconte, quelque part aussi, hein, qu'on n'a pas à manger, qu'on n'a pas d'éducation, on n'a pas de travail, il n'y a pas de démographie, de démocratie, pardon, dans un pays, ben, vous avez envie d'aller ailleurs, c'est normal. Il y a un pays, il y a moins de corruption, voilà. Et ça, ce monde-là, dans lequel on vit, bien sûr, tellement mieux que je parle de l'Afrique, je pense à l'Asie, je pense à l'Europe de l'Est, voilà. Et quelque part, c'est pas tellement le problème de la démographie, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas d'égalité dans les richesses. Voilà. Nous, on est des pays privilégiés et tout le monde rêve de vivre comme nous. Voilà, c'est très simple. Et alors, donc, Régine Muller qui nous demande comment faire sans changer le logiciel économique. Je ne sais pas, je pense qu'il faut écouter, on en parlait tout à l'heure tous les deux, il faut écouter le Facebook Live de Jean Covici, qui est un polytechnicien génial, qui parle un peu de la décroissance, et il dit qu'en France, on pourrait essayer une décroissance en baissant tous nos salaires chaque année de 1 à 2%, tout le monde baisserait, quoi. Tout le monde baisserait en même temps, voilà, et d'essayer comme ça. Maintenant, il y a des modèles de gens, où est-ce qu'ils iront travailler? Tout le monde ne va pas aller travailler dans les champs, faire pousser des salades, quoi. Voilà. C'est ce qui va se passer avec Air France. Qu'est-ce qui va se passer avec ces centaines de milliers d'employés d'Air France, des gens qui dépendent de l'avion? Qu'est-ce qu'ils vont faire si on ne prend plus l'avion, quoi? Je ne sais pas. Beaucoup de bon sens, beaucoup d'empathie envers l'autre. Je ne sais pas. J'en sais rien. Alors, autre question de Patricia qui demande ce que vous pensez de l'appel de Nicolas Hulot. Bon, je pense que Hulot a cette vision, voilà, il réfléchit énormément, je pense qu'il a raison, mais tout ce qu'il dit, tout le monde le sait, quoi. Moi, ce que j'aurais envie, toi, aujourd'hui, c'est très bien, moi j'ai signé beaucoup de ces tribunes et je connais bien Nicolas et ce qu'il fait très bien, mais j'aimerais bien des ordres concrets, moi. Par exemple, de dire, ben voilà, ça, il faut qu'aujourd'hui qu'on décide, par exemple, dans les villes, par exemple, je pense qu'à Paris, ben, j'aimerais qu'on donne à chacun un vélo, à chaque Parisien, que chaque Parisien ait un vélo, voilà, et en fin de compte, on parle beaucoup de ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas vraiment, qu'il faut des actes. Et je pense que Hulot, c'est formidable ce qu'il dit, bien sûr qu'il a raison, mais
il a bien compris quand il était ministre de l'écologie que c'est compliqué de se battre contre les lobbies agricoles, chasseurs, industriels, voilà. Et aujourd'hui, le mec qui vend des bagnoles diesel n'a qu'une envie, alors qu'on sait que c'est pas bon pour l'environnement, il n'a qu'une envie, c'est de continuer à les vendre. Et les ouvriers qui fabriquent des moteurs diesel, je reconnais dans votre coin là-bas où vous habitez, ils n'ont qu'une envie, c'est de ne pas fermer l'usine. Donc tu vois, il y avait des centrales à charbon à Paris, en France, qui n'étaient pas forcément très bonnes pour l'environnement. Je sais que les dockers avaient bloqué le port parce qu'on n'importait plus de charbon. Donc, voilà, il y a une espèce de réflexion à avoir. C'est ça où on parle de la banalité du mal et banalité du bien, quoi, voilà. Mais bon, moi, je suis un privilégié. C'est tellement facile pour moi de parler. Voilà. Mais j'aimerais pas être à la place des politiques en ce moment. Sincèrement, j'aimerais pas être à leur place. C'est difficile. Ouais. Et donc, dernière question, peut-être, est-ce que vous êtes pour un New Deal vert? Un quoi? Un New Deal vert. Oui, mais tu sais, il y a un film à regarder, il y a le film de Michael Moore. Michael Moore vient de faire un film qui s'appelle le monde des humains, World of Human, je crois, c'est le nom, qui dénonce un peu le deal, le business vert. Tu sais que c'est un deal d'amour que je voudrais pas un deal vert, le love deal, tu vois, une réflexion sur partage des richesses. Et c'est bien sûr qu'il faut un deal vert, il faut mieux consommer, avoir une énergie beaucoup plus bien meilleure. C'est ce qu'on essaye d'inculquer, de partager avec la Fondation Good Planet. Hein, je répète, à Paris, la Fondation Good Planet, on fait vraiment des choses bien. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner aussi aux dépêches de la Fondation. Tous les matins, gratuitement, on envoie des dépêches. Vous devez les recevoir, Virginie, peut-être sans doute, non? Je ne sais pas si vous les recevez. Nathalie, d'ailleurs. Non, je ne les reçois pas, non. Il faut me donner votre mail, je vais vous inscrire. Tous les matins, on envoie 5-6 dépêches. Voilà. Souvent, c'est des gestes de l'AFP, puis des choses qu'on écrit nous-mêmes sur l'environnement. C'est un peu ce que vous faites avec Futura Science. Hein, c'est formidable ce que vous faites. Voilà. Alors, un peu dans cette idée, peut-être, Raffaello qui demande si un monde meilleur passe par une démocratie participative. Certainement, mais je trouve qu'en ce moment, on est un peu infantilisé quand on nous oblige. Moi, je trouvais ça absolument grotesque, ce qui fait que pour aller acheter le pain, il faut que j'aie une autorisation écrite, quoi, avec à quelle heure je pars. On est capable je trouve qu'on nous a un peu infantilisés là. Alors je suis pas dans tout. Je pense que c'était compliqué, mais je pense qu'on nous a un peu infantilisés. Et surtout, on a montré un monde catastrophique. On n'a pas essayé. Ah, c'est fini, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon, on continue. Bon, ça vous a marqué OK en grand bleu. Non, et il y a des erreurs qui ont été faites par le gouvernement, mais ce n'est pas le moment de discuter de ça. Voilà, il faut qu'on soit un peu unis. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'on voit l'union sacrée chez les politiques qu'on n'aime pas. Ils n'ont même pas réussi à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on devrait tous essayer d'aider le gouvernement, quoi, au lieu de râler, de critiquer les masques, les tests. Oui, il y a des erreurs qui ont été faites, c'est normal. Hein. C'est des êtres humains. Voilà. Ok, alors je crois qu'il est l'heure de vous remercier beaucoup, Yann, pour ce moment partagé. On va dire merci aussi à... Qu'est-ce que quelqu'un a découvert ce que c'est que ça? Oui, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas de retour, mais je pense pas que quelqu'un ait... Non, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent, alors. C'est pas bien, ça. Personne ne sait ce que c'est que ça? Alors ça, c'est une défense de mammouth. Et ça a été trouvé en Sibérie, dans le permafrost. Voilà, il y a des chasseurs là-bas cherchent l'ivoire dans la glace. Et il y a un moment, il y avait plus d'ivoire qui était cherché dans la glace que d'ivoire qui était pris sur les éléphants. Puis je voudrais finir aussi par piquer un coup de gueule contre les Chinois. Parce que les Chinois, avec les pangolins, ils n'ont pas été très bien. Ça fait quand même 30 ans que nous, les écolos, on se bat contre les Chinois pour les cornes de rhinocéros, l'ivoire, les ailerons, le requin et les animaux en voie de disparition, dont le pangolin, les tigres, tout ça. Vraiment, les Chinois ont signé des traités qu'ils ne respectent pas. Alors, je comprends qu'en Afrique, il y a du braconnage, parce qu'il y a la corruption, c'est de la survie. Mais malheureusement, je pense qu'en Chine, ils auraient pu vraiment. Les Chinois sont capables d'interdire les choses. Ce n'est pas un pays démocratique. Voilà. Et malheureusement, les marchés chinois, on a l'impression qu'il y a tous les animaux de la liste rouge de l'UICN qui se trouvent dans les marmites des Chinois. C'est un peu scandaleux. Alors, si cette épidémie vient des pangolins, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal que le pangolin africain se retrouve sur les marchés chinois congelés, quoi. Il y a quelque chose qui est tout à fait anormal. Voilà. Donc, les Chinois devront rendre compte de ce qu'ils ont fait. Alors, c'est pas
mais je pense que ça va peut-être enfin ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'en ce moment, avec le peu de touristes qu'il y a en Afrique, le braconnage a augmenté, puisqu'il n'y a plus de touristes, donc plus de surveillance. Et j'ai vu l'autre jour un truc du WWF qui estime qu'aujourd'hui, il y a encore plus de braconnage qu'avant à cause du manque de tourisme. Donc, c'est pas terrible. Bon. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour vos réflexions. Moi aussi, je vous remercie. Ce moment partagé avec vous. Je remercie les gens qui nous ont suivis sur Facebook et je leur donne rendez-vous très bientôt pour un prochain live et je vais leur souhaiter un bon week-end et je vais vous laisser à vous, Yann, le mot de la fin. Ah bon, le mot de la fin, qu'est-ce que je veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est très simple en fin de compte, c'est que d'être un écolo, c'est d'aimer les animaux, c'est d'aimer les arbres, c'est d'aimer la nature, aimer l'air pur, mais c'est surtout d'aimer les gens, quoi. Et ça, peut-être que l'écologie politique, elle a oublié ça, d'aimer les gens. Alors, du fond du cœur, très tendrement, je vous dis à tous que je vous aime, tout simplement. À bientôt. Merci, Yann.